La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Donc, je veux dire bonsoir à mes co-animatrices Tamar et Jessica. Hello! Hello! Et nous avons avec nous ce soir Wendy Damas comme invitée. Bonsoir, Queen. Bonsoir, Wendy. Yes! On va cheers on that. Yes. Let's cheers! Ooh. Notre petite gorgée habituelle. Merci beaucoup d'être parmi nous, Wendy, pour parler de ce sujet, l'éducation financière. Quelque chose que je trouve un sujet très important à parler dans la communauté. Puis, je pense que tu es bien placée justement pour en parler parce que tu es courtière hypothécaire, ça fait plus de 15 ans, OK? Et aussi, tu es coach en redressement de crédit et de finances personnelles. Donc, c'est sûr que tu vas être capable de répondre à toutes nos questions, en tout cas, on l'espère. Pour nous éduquer. Oui, surtout parce que justement, en parlant d'éducation, est-ce que tu trouves qu'au niveau de la communauté, on ne comprend pas tout qu'est-ce que c'est les finances? Est-ce qu'on est mal renseigné à propos des finances? Écoute, je ne dirais pas que c'est juste dans notre communauté, hein. Je dirais que c'est dans toutes les communautés. Okay? Mais vu que là, entre nous, là, oui, il y a un gros problème. C'est le manque d'éducation financière. Mais je trouve que comparativement, il y a plusieurs années de ça, il y a une amélioration. Les gens deviennent plus réveillés, parce que là, on a accès à l'Internet. À l'Internet, les gens sont dessus, surtout pendant la période de COVID. Maintenant, les gens vont s'éduquer de plus en plus dans le domaine des finances ou peu importe le type de domaine qui correspond à leurs besoins. Mais je trouve que personnellement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations. Les gens s'éduquent de plus en plus en ce qui concerne le crédit puis les finances personnelles. Nice. Puis, est-ce que tu trouves que est-ce que c'est à cause de la génération? Comme exemple, nos parents, ça évolue avec les générations? Comme est-ce que moi, je vais être plus informée que mes parents, par exemple? Moi, je dirais que oui, c'est sûr, plus informée parce qu'on a accès à l'information, comme je l'expliquais tout à l'heure. Oui. Et ça s'en va en s'améliorant, du moins, je l'espère. Mais tout est une question de choix aussi, hein. En tant que parents, on a comme un devoir d'éduquer nos enfants sur le plan financier, ou peu importe le domaine, mais là, on va parler finances. Notre devoir, c'est vraiment d'éduquer nos enfants. Maintenant, nos enfants, ils ont le choix de prendre ce qu'on leur a enseigné pour l'appliquer dans leur vie, ou sinon, ils s'en vont dans toute une autre direction. Combien de fois j'ai entendu que mes parents m'ont enseigné comment gérer mes finances, et puis finalement, eux autres, ils ont décidé de faire une autre route. C'est tout est une question de choix qu'on fait dans la vie. Les parents peuvent faire tout ce qui était dans leur pouvoir pour éduquer un enfant sur le plan financier, mais l'enfant, maintenant, c'est à lui de prendre sa décision, à savoir, est-ce que je vais appliquer ce que mes parents m'ont dit ou je décide de jouer au sourd par rapport à tout ce qui m'a été enseigné. Donc, encore une fois, c'est une question de choix. Mais est-ce que tu le vois, toi, Wendy, avec la clientèle qui vient te voir? Est-ce que tu vois que de plus en plus, ils accèdent à l'information et qu'ils sont renseignés, éduqués par rapport à tout ce qui est le crédit et comment faire un bon budget et tout, là? Oui, comparativement à il y a à peu près 5 ans, là, 5-6 ans, quand j'ai commencé à parler de crédit, on dirait que c'était un monde nouveau pour plusieurs personnes, mais là, maintenant, je vois que les gens sont renseignés. C'est ça qui est motivant de voir ça, comme les gens sont intéressés à voir comment améliorer leur dossier de crédit parce qu'ils ont des projets futurs. Donc, pour réaliser des projets, tu arranges ton crédit. Donc, c'est bon de voir que les gens sont sensibilisés par rapport à l'éducation financière et surtout au niveau du redressement de crédit aussi. Nice. Puis, je voulais savoir, est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu as des stratégies? C'est quoi les stratégies que tu peux nous donner pour justement qu'on ait
qu'on soit en état de bien gérer nos finances. C'est quoi les stratégies que tu peux nous donner pour ça? Une des stratégies que je pourrais vous donner, premièrement, c'est de prendre conscience de votre situation, de prendre conscience que vous avez un problème, parce qu'il y a des gens qui vivent dans le néant et qui vivent de paye en paye, mais ils ne réalisent pas qu'ils ont un problème. Tout ce qu'ils savent, c'est que j'ai pas d'argent à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Même ma paye est rentrée, puis pouf, j'ai plus d'argent à la fin du mois. Donc, ça, c'est un conseil, c'est une prise de conscience. C'est l'étape numéro 1. Deuxièmement, c'est d'aller s'éduquer, d'aller chercher de l'aide pour vous aider à vous améliorer. Il y en a qui sont capables de le faire seuls, tout comme il y en a d'autres qui ont besoin d'aide. Donc, moi, je suis là pour intervenir dans des cas comme ça. Et troisièmement, qu'est-ce que je pourrais donner, c'est d'être assidu. Moi, je vais vous donner tous les outils nécessaires pour vous aider à améliorer votre situation. Mais le travail, ce n'est pas moi qui va le faire, malheureusement. Non. Hein? Donner tous les outils, là. Mais il y en a qui vont tenir des résultats, tout comme il y en a d'autres qui n'en auront pas. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, tout est une question de choix. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je t'ai enseigné? Est-ce que tu vas appliquer? Tu peux l'appliquer pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais ce qui arrive, c'est que tes anciennes habitudes vont te ramener en arrière. C'est pour ça que c'est important d'être assidu dans ce qu'on fait. Il y a toujours, comme je dis toujours, il y a essai-erreur. Des fois, ça ne va pas fonctionner du premier coup, ça ne va pas fonctionner du deuxième coup. Vous allez essayer de faire on va dire, par rapport à créer un budget. Il y a des gens qui vont être capables de le respecter pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mais après ça, ce qui arrive, c'est que les anciennes habitudes les rappellent. Ils retournent encore à la case départ. C'est pour ça qu'il faut être assidu dans ce qu'on fait. Il faut être constant dans tout ce qu'on fait, surtout au niveau du crédit. Ça va vous aider au niveau pour vous aider à réaliser vos projets futurs. Nice. Donc, ce seraient les 3 conseils que j'aurais vous donné de revenir à la base, la grosse base. Puis est-ce que c'est vrai qu'il y a une porte de sortie quand vraiment tu es dans le trou, tu es dans le noir, puis il n'y a plus rien, là, puis tu déclares faillite, genre? Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Même quand on a une dette de 50 000 $, genre, 500 000, non, mais parce que c'est vrai, là. Oui. Oui, il y a toujours une porte de sortie, 50 000, 100 000, 200 000. Trump, là, il en a fait pour des millions. Il a fait plusieurs faillites. Est-ce que ça l'a Mais c'est une question de mindset aussi, ça se peut-tu? Ouais. Tout est là. Tout est là. Comment tu vois ta situation? L'important, c'est vraiment d'apprendre des leçons. La vie, c'est une école. Hein? Donc, on apprend ou on reste à se morfondre sur son sort. Tout à fait. Ouais. La faillite, il n'y a rien de dramatique. Moi, j'ai déjà fait une faillite. Est-ce que ça paraît sur mon visage que j'ai non. Non. Ben, maintenant, tu dis ça. C'est pas marqué sur notre front. Non. Mais maintenant que tu parles de faillite, pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas à toi? Parce que là, tout le monde a peur de ça. Okay? Dès qu'on parle faillite, au contraire, je pense que les gens préfèrent peut-être s'endetter plus au lieu de juste déclarer faillite. Mais pourtant, à la longue, si on prend conscience avec des aides des conseillers financiers ou d'autres et tout, c'est là que tu comprends que des fois, faillite peut être la meilleure chose pour toi, pour mieux te redresser, genre. Ouais. Alors, mais, ouais. J'appelle ça un reset. OK, fais faillite. Reset. Tu mets tout à zéro. C'est pas pour tout le monde, la faillite. Les banques n'aiment pas quand une personne fait une faillite pour 10 000 $, 20 000 $, ou 30 000 $. C'est trop petit comme montant. Si tu n'es pas capable de gérer 30 000 $, est-ce que tu penses qu'il va vouloir te prêter 200 000, 300 000, 400 000 pour une maison? Ouais. Quand la personne a fait une faillite de 50 000 et plus, là, les créanciers commencent à comprendre. Maintenant, la faillite en tant que telle, ça va dépendre de chaque personne, de chaque profil, parce que je ne peux pas dire allez créer faillite tout de suite là si jamais vous êtes embêté. Il faut aller voir une personne pour qu'il puisse vous guider, pour évaluer votre situation, à savoir est-ce que c'est la bonne méthode. D'ailleurs, il y a aussi des méthodes, des stratégies de désendettement. OK? Au lieu de passer par la faillite. Moi, si j'avais su ça, j'aurais peut-être opté par cette option-là. C'est plus long parce que tu traînes quand même la dette avec toi, mais
la stratégie de désendettement se fait graduellement. Ça peut se faire en 3 ans, ça peut se faire en 24 mois. Ça dépend de ton taux d'endettement. OK. Donc, la faillite ou la proposition de consommateur, ça va dépendre de chaque situation. Mais ce n'est pas dramatique si vous en faites une. C'est juste qu'il faut être capable de remonter la pente parce qu'après avoir fait une faillite ou une proposition de consommateur, il faut tout de suite rebâtir votre crédit. OK. N'attendez pas 9 mois, 1 an, 2 ans pour dire, bon, ma faillite est passée, je suis libérée, et vous attendez 2 ans pour refaire votre crédit. Non, dès que vous êtes libéré de votre faillite ou de votre proposition, tout de suite, faites une demande de crédit pour commencer à rebâtir le crédit. OK. Mais des fois, c'est pas tout le temps accepté les demandes de crédit, là. Tu sais, tu veux essayer, tu fais des demandes de carte de crédit, puis tu sais, moi, je parle personnellement, des fois, je veux monter ma cote de crédit, mais là, je suis déjà rendue à 2 cartes de crédit, 2, 3 prêts, puis j'ai l'impression que ça reste comme ça stagne. Là, est-ce que je dois me prendre encore d'autres cartes de crédit, tandis que j'en ai pas envie? Est-ce qu'il y a comme un mini truc là? Tu comprends? Parce que je veux pas que tu donnes tous les trucs parce qu'on invite aussi les gens à venir te voir. Mais tu sais, est-ce qu'il y a un petit truc là? Au lieu de tout le temps acheter, de demander plein de cartes, puis OK, mon téléphone, OK, mon auto, puis là, ça reste stagne, ça stagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je connais pas la situation de la personne ou de la personne de qui tu parles en ce moment, mais... Ah ben, je parle de moi. On a entendu. Mais je veux dire, ça va dépendre de ta situation parce qu'il y a plusieurs facteurs qui affectent une cote de crédit. Okay. Ça peut être, par exemple, ton ratio d'utilisation, les dettes que tu as sur ta carte. Est-ce que tu as dépassé ta limite? Est-ce que tu es à 50% des limites qu'on t'a accordées? Est-ce que tu as tendance à toujours rester proche de la limite? Est-ce que tu as fermé des cartes de crédit ou des lignes de crédit récemment? Il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte que ta cote de crédit stagne. Il y a même les factures de téléphone. Les téléphones, Bell ou peu importe le type de compagnie, maintenant, ils reportent tous vos retards dans votre dossier de crédit. Fait que c'est pas bien vu lorsque vous allez faire une demande de financement hypothécaire, par exemple. Le créancier va dire, ben écoute, tu n'es pas capable de payer son téléphone à temps, ça va être quoi avec notre hypothèque? Bien qu'ils savent aussi que la plupart du temps, les gens négligent les factures de téléphone. Ils le savent. Mais ça affecte le crédit aussi. Donc, c'est sûr que ça affecte le crédit. Pour vrai, tu sais. Moi, je me dis, je préfère comme. Ben oui, parce que je me dis, je préfère comme payer genre un plus gros montant. Tu sais, si en même temps j'ai acheté ma maison, je préfère payer ça, passer ça que un téléphone, là. Non? Ma mentalité n'est pas bonne. Écoute, les gens pensent comme ça. La facture de téléphone, ça peut attendre. Mais ça paraît un bon crédit. Ça paraît. Fait que les prêteurs, souvent, ils vont dire, ouais, ça dépend de l'ensemble du dossier aussi. Toujours. Parce qu'on ne regarde pas juste une chose. Hein, ce n'est pas juste la cote de crédit qu'on regarde. On regarde vraiment l'ensemble du dossier du client. On regarde l'emploi, depuis combien de temps, on regarde l'ancienneté de la personne. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte de savoir si on va accorder un prêt à un client ou pas. Okay. Écoute, j'ai une petite question qui vient de me popper comme ça. À quelle période tu penses que ça serait bien de checker sa cote, de vérifier sa cote de crédit? Est-ce que c'est une affaire à chaque mois, à chaque 3 mois, à chaque trimestre ou à chaque fois que tu as clean une dette, tu vas revoir ou écoute, je pense qu'à poser des questions. Minimalement, on demande une fois par année. Minimum, une fois par année. Ça, c'est si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes. Mais pour quelqu'un qui est en période de redressement de crédit ou quelqu'un qui s'est déjà fait frauder dans le passé, qui panique, là, qui ne veut pas se faire frauder encore, il y a des abonnements à tous les mois là, pour sortir le bureau de crédit. Mais est-ce que je trouve que c'est nécessaire personnellement? Je mettrais mon argent à une autre place. Parce qu'il faut que tu payes, hein? Il faut que tu payes par mois pour... Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui, bon, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui sont craintifs. Hein? Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans leur dossier à tous les jours, tous les mois, surtout dans cette période-là maintenant où il y a beaucoup de cas de fraude. Les gens veulent être
au courant de ce qui pourrait se passer sur leur dossier crédit. C'est correct, tout ça. Mais minimalement, Ouais. une fois, je vais de mon mot de jeu, une fois par année. OK. Minimum, là. Sinon, au pire, deux fois par année. Ça Ben, va dépendre comme... de vous, comment vous vous sentez. Ben, tu sais, comme moi, je regarde maintenant, là, comme j'ai une carte BMO, ben, j'ai un compte BMO, je veux dire, puis il te permet d'aller voir ta cote de crédit. C'est sûr que ce n'est pas détaillé, mais à chaque mois, comme tu peux te rendre ben, sur ton compte, tu vas dans le code de crédit, puis ils te le disent. Fait que ça te donne déjà une idée où ce que tu es rendu. Parce qu'en passant, oui, j'ai parlé de mon crédit tantôt. Il est très bon quand même, OK? J'aimerais ça monter dans un autre niveau. Tu comprends? Fait que là, c'est ça que je trouve. J'essaie de trouver les moyens pour monter dans un autre niveau. Mais ce que tu m'as dit, je vais aller justement faire un peu de recherche history dans qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ça reste un peu stagnant. Tu vois, déjà un bon truc. Ouais. Détrompe-moi si j'ai tort, dans le fond. On a tendance à penser qu'il faut augmenter notre code de crédit, il faut avoir plus de cartes de crédit. Mais j'ai tendance à... j'ai l'impression que c'est ça qu'on pense. Mais dans l'entourage que je suis, j'ai l'impression que c'est ça qu'on a tendance à... OK, mais tu sais, je veux faire augmenter ma cote, mais comment faire telle chose? OK, on va demander une autre carte de crédit. Mais ça, c'est pas plus ajouter une dette? Moi, ça me fait tellement peur. Dans le fond, le crédit, là, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui vont affecter positivement ou négativement ta cote de crédit. Avoir plusieurs cartes, plusieurs comptes au crédit, plusieurs lignes de crédit. Quand je parle de lignes de crédit, ça peut être par exemple une carte de crédit, une marge de crédit, un prêt personnel, un prêt auto. Donc, ça, c'est divers types de crédits. Alors, le fait d'avoir plusieurs types de crédits, ça va avoir une incidence positive sur votre compte, sur votre cote de crédit, en autant que le tout soit bien géré. OK? Donc, il y a des gens qui ont plusieurs types de crédits, c'est pour ça qu'ils ont des cotes extraordinaires, mais ils savent comment gérer le crédit. Mais il y en a qui ont juste 2 cartes de crédit puis ils ont des cotes extraordinaires aussi. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller contracter faire des demandes de cartes pour faire augmenter la cote. Ça va dépendre de la situation en passant. Ça dépend toujours de chaque situation. Il y en a qui ont besoin d'avoir 2 cartes pour faire augmenter leur cote, mais encore là, c'est du cas par cas. Il n'y a pas un dossier qui est pareil. Il n'y en a pas un qui est... Tu sais, chaque cas est particulier, là. Wendy, est-ce que l'investissement joue dans ton crédit? Est-ce que si tu investis à la bourse ou peu importe, là, est-ce que ça a un effet sur ton crédit au sens ça peut être positif ou négatif? Non, l'investissement à la bourse, non, à moins que tu utilises tes cartes là, pour aller investir à la bourse. Ah, OK, c'est bon. Mais sinon, dans la globalité, si j'ai un CELI ou quoi que ce soit, c'est ça n'a pas d'impact. C'est 2 choses différentes, là. OK. C'est ça. Ouais. OK, parfait. Bravo, Wendy, elle a répondu à tout. Ouais, Wendy, après, messieurs, dames, depuis le besoin redressement crédit, Wendy! Écoute, Wendy, c'est déjà terminé, mais avant de terminer, déjà. Mais tu sais, c'est la bienvenue. T'es la bienvenue, qu'on va se voir de façon présentielle, là, ça va être encore plus chaleureux. Mais j'ai quand même une question pop-up qu'on pose à tous nos invités. Des fois, ça a rapport avec le sujet ou pas. Là, ça a rapport un peu. Puis, on va parler du COB-SOL. Tu sais, les Haïtiens, dans d'autres communautés, on parle de sol. Est-ce que c'est vraiment un investissement? Qu'est-ce que c'est, en fin de compte? Est-ce que ça vaut la peine? Écoute, les sols... encore là, ça dépend de chaque personne. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'être disciplinés pour mettre de l'argent de côté. Donc, il faut qu'ils trouvent une activité pour mettre de l'argent de côté. Donc, le sol, ça les aide à épargner leur argent. Donc, tu sais, c'est comme un genre de cercle. Donc, chaque personne, on sait comment ça fonctionne. Est-ce que je dois expliquer comment ça fonctionne? Non. On a tous quand même été invités. Une fois. Oh, oui. Donc, mais si on y pense bien, l'argent qu'on donne à tous les mois à quelqu'un ou à toutes les 2 semaines, je ne sais pas, OK? Est-ce qu'il travaille réellement cet argent-là? Non. OK.
Ben, il ne travaille pas. Non. Quand ça va être ton tour, on va juste te donner l'argent que tu as. Oui, c'est ça. Que tu es censé recevoir. OK? Mais quand ce montant-là que tu prends là, tous les mois, là, si tu l'investis, par exemple, on va dire un CELI, whatever, ça va générer des intérêts. Mais encore là, c'est une discipline qu'il faut avoir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette discipline-là d'aller prendre, on va dire, $200 par mois pour le mettre dans un CELI. Ils n'ont pas cette discipline-là. Donc, ils préfèrent aller faire des soldes en pensant que, bon, quand ça va être mon tour, je vais avoir, $10 000, exemple. 5 000 $. Bon. 5 000 $. Mais ce 5 000-là, il n'y a pas travaillé, là. Non, c'est vrai. Tandis que ce 5 000-là que tu as reçu, parce que c'est ton tour, ça aurait pu faire beaucoup de petits bébés. Tu aurais placé. C'est vrai. 5 500, des 6 000, des 6 500. Hein? T'as raison. Mais je pense que c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Ça se peut, ça? Non, je pense que tout le monde sait que ce n'est pas un investissement, mais ils s'entêtent à croire que c'en est parce qu'ils aiment ça, voir l'argent en gros dans leurs mains. C'est comme, yes, oh, ma gros dans mes mains. Il aurait pu être plus gros que ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est là que je dis, je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant que s'il avait investi à la banque dans un CELI ou autre, ils auraient pu justement avoir plus. Moi, je pense que c'est ça, mais il y a aussi, comme je te disais, il y a le côté éducation financière, oui. Et il y a aussi le comment je peux dire ça? Le fait que les gens, ils aiment ça quand l'argent est en gros dans leurs mains. Là, pour eux, c'est un win. Ils ont gagné, ils ont eu un bon montant d'argent, ils sont super contents. Tandis que la réalité n'est pas là. C'est pas ça la réalité. Tu aurais pu faire plus si tu l'aurais mis ailleurs. Mais c'est vraiment une question de discipline. Il y en a qui n'ont pas cette discipline-là, mais ils sont capables de se discipliner pour aller donner ou recevoir après. Merci Wendy d'avoir clarifié cette chose. Parce que il y a les gens qui pensaient que ça, c'est investissement. Ben, c'est pas un investissement. Non. C'est vraiment tu donnes ton argent à quelqu'un pour qu'il le garde. C'est de l'entraide. C'est ça. C'est vraiment de l'entraide. Donc, c'est comme si je te dirais que c'est quelqu'un qu'au lieu de le mettre dans la banque, mais je le donne à quelqu'un. De peur de pourtant, la banque peut ramener. Ouais, c'est ça. C'est comme si j'avais peur de mettre à la banque parce que quelqu'un à la banque aurait pris. Ouais. C'est un peu ça. En tout cas, l'émission. Il y en a qui aiment bien leur sous-sol. Mais il y en a qui réussissent à réaliser leur projet quand même là, avec leur petit sol. Exactement. Ça veut dire que l'émission n'est pas là pour dire aux gens de ne pas faire votre sol, non? On veut juste... ok, j'avoue. Bah, dis ça, non? Non, c'est ça. Ok, j'avoue. Qu'il y a d'autres façons, puis il y a le CELI, il y a une façon pour que le mégot soit encore plus gros dans tes mains. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Wendy. Ouais, vraiment, merci. Puis, toutes tes informations vont être en bas de l'écran. Fait que les gens pourront aller voir, nous envoyer des messages, t'as une box. S'ils ont besoin de tes services, on t'adore. Et puis, on va se revoir de façon présentielle quand même pour parler un peu plus de finances. Merci beaucoup pour l'invitation, mesdames. Merci. Bonne soirée.